Nous sommes à trois pour parler du même sujet sous différents aspects. C'est le text mining. Merci à vous d'être venus aujourd'hui. Ma partie, ce sera de vous expliquer un peu ces méthodes, qu'est-ce qu'on entend par text mining et qu'est-ce qu'il y a un peu en dessous. Et mes collègues vous montreront quelques applications. Je pense que moi, je n'aurai pas beaucoup de temps de vous en montrer, mais quand même, j'essaierai d'illustrer toutes ces méthodes par quelques applications de la littérature. Et donc voilà, je m'appelle Adeline Abbé. Le text mining. Alors, dans quel contexte est arrivé le text mining? En fait, c'est avec l'arrivée de la quantité de données textuelles qui a complètement inondé notre quotidien. Que ce soit au niveau des livres, que ce soit sur Internet, que ce soit sur les réseaux sociaux par exemple, sur des blogs, enfin partout. On a de plus en plus de données textuelles. Et même dans la littérature médicale. On voit que, par exemple, le nombre de publications sur PubMed a explosé en une dizaine d'années. Et tout ça fait beaucoup de papier à lire pour une même personne, par exemple. Beaucoup d'informations à lire et à digérer, je dirais. D'où l'intérêt de ce qu'on appelle le text mining, c'est-à-dire une méthode statistique assez innovante dans le sens où elle vous aide à explorer l'information parmi une grande quantité de données, ce qui ne serait pas forcément facile si vous étiez tout seul à devoir lire des dizaines et des milliers de papiers. Ça permet aussi de vous aider à détecter des informations qui ne sont pas connues. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne sait plus ce qu'on a lu, c'est difficile de faire le lien entre beaucoup de documents, on devient vite submergé, et cet outil, le text mining, est là pour garder en mémoire, c'est la puissance de l'informatique qui est là pour vous assister pour cela. À partir de techniques de calcul pour extraire cette information, jusque-là inconnue, puisque celle qui est connue, c'est plutôt celle qui est justement inconnue qui nous intéresse, et noyée sous un flot de données. Quelles sont les applications? Quels sont les domaines? Par exemple, c'est la recherche, de la récupération d'informations, tout simplement, dans un texte qui n'est pas informatisé. On laisse comme ça des champs textes, on ne sait pas ce qui se dit, ce qui ne se dit pas, des rapports médicaux, typiquement. Il y a des champs qui sont très bien délimités, puis des choses, parfois, on n'a pas sous forme informatique, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, et en fait, on ne l'analyse pas. Ça peut être des regroupements de documents, ça peut être de la classification, ça peut être de diagnostic, des choses comme ça. Du web mining, donc là, on est sur Internet. De l'extraction d'informations, certaines informations bien spécifiques, par exemple des symptômes d'une pathologie. Il y a aussi le traitement automatique du langage et l'extraction cette fois de concepts. Donc pas de mots, mais plutôt de choses un peu plus abstraites, des objets un peu plus abstraits. Qu'est-ce que le text mining? Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un mot qui a de toute évidence beaucoup été utilisé, mais pas tant que ça, parce que c'est en vert. Le mot est simplement text mining, qui a été rapporté dans PubMed. Et en bleu, vous avez tous les mots qui sont du text mining, mais avec d'autres dénominations. Il y en a quand même un certain nombre, comme vous pouvez le voir. C'est une méthode qui est, je dois dire, tendance, mais utilisée sous plusieurs formes, sur plusieurs dénominations. Je vous ai mis ici, par exemple, à peu près toutes les dénominations. Alors, le plus courant, c'est Natural Language Processing. Il y a aussi la disambiguation, plusieurs termes comme ça. Pourquoi tous ces termes? Parce qu'en fait, le text mining, c'est une notion qui a été abordée par des informaticiens avec leur propre vocabulaire, par les linguistes avec leur propre vocabulaire, avec les statisticiens, avec dans plein de domaines qui sont différents. Ils appellent en fait la même chose, mais avec des mots différents. Et ça a été mon but ici, c'était de savoir qu'est-ce qu'on appelle le text mining et essayer de remettre un peu les choses un peu plus clairement. Tout ça, c'est du text mining. C'est du traitement textuel du langage. Quelles sont les méthodes? Alors, le text mining, c'est 3 étapes. La création d'un corpus, la création de votre base de données, il vous faut des éléments textuels. Ensuite, il va falloir les préparer, parce que c'est du texte, ce sont de longues phrases, de longs paragraphes.
Et en fait, on va voir qu'on va les découper, qu'on va les structurer de façon à pouvoir les analyser statistiquement, à les modéliser dans une dernière partie. Mais s'il n'y a pas ces 3 étapes, votre text mining, à la fin, vos sushis ne seront pas très bien, pas très bons. Hein, si vous n'avez pas un bon poisson et si vous ne l'avez pas préparé comme il faut, a priori, à la fin, ça ne va pas faire ce que vous voudriez. La création du corpus, du texte venant de documents, de PubMed, des abstracts de PubMed, ça peut être d'Internet, ça peut être des rapports médicaux, ça peut être des entretiens avec des patients. Toute donnée textuelle, c'est bon. C'est ce qu'on appelle un corpus, c'est une base de données en fait de documents textuels. Un exemple ici, issu d'un forum de discussion, typiquement, voilà, j'ai pris 9 phrases, c'est du texte. Ça, c'est du corpus. Très bien. Ensuite, préparons nos données. Quelle préparation j'ai à disposition? Alors, j'ai des couteaux, j'ai des fourchettes, j'ai des choses qui vont m'aider pour certains découpages et puis d'autres qui vont peut-être moins me servir. Là, je vous présente les 4 principaux outils que j'ai à ma disposition. L'analyse morphologique, c'est mes ciseaux, c'est mes couteaux. Alors, je vais couper tous mes mots. Je vois des espaces entre les mots, je les coupe. C'est ce qui se passe. C'est la tokenisation. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la lemmatisation ou la racinisation. Là, c'est en fait, je vois qu'il y a un pluriel et un nom singulier. C'est le même mot, je coupe le S. Il y a la forme féminin, je coupe le E, etc. Ce genre de choses qui sont très classiques, mais très propres à la langue. Il ne faut pas l'oublier, c'est très spécifique à la langue. Et le steaming, ça va être aussi avec les verbes. Production, produire, c'est la même chose. Donc, comme ça nous permet de réduire le nombre de mots au final que nous allons analyser, car ce sont les mêmes mots. On le réduit à un même mot racine, je dirais, avec la même signification. Clairement, ces étapes-là me sont utiles à moi parce que mon but, c'est d'analyser un gros corpus de documents. Mais si je m'intéressais à un mot très particulier, avec par exemple, si je veux savoir tous les adjectifs qui sont relatifs à la dépression, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas ramener tous les adjectifs, tous les noms, je vais pas regrouper sous la même racine. Il faut bien garder en tête quel est mon but. Ces méthodes, elles se combinent, mais on doit les utiliser si elles sont pertinentes dans notre analyse. Un exemple sur le corpus que je vous ai montré. Ici, on voit déjà que toutes les minuscules, majuscules, il n'y a plus que des minuscules, tout ça, ça a été enlevé, les accents aussi. On voit que les mots ont été coupés, donc dépression, dépressif, tout ça c'est le même mot, c'est la même racine. Voyage, le E a été coupé, les guillemets, les trémas, tout ça, les points d'exclamation, tout ça, ça a été supprimé pour ne garder que les mots essentiels. Ça, c'est l'analyse morphologique. Ensuite, il y a ce qu'on appelle aussi une analyse syntaxique qui peut être faite. Là, c'est vraiment de savoir est-ce qu'on parle d'un verbe, est-ce que c'est un nom. C'est intéressant dans un certain but. Je vous l'ai illustré ici. Ici, c'est par exemple de regarder les noms. J'ai mis en couleur les mots qui étaient des noms, ceux qui étaient des adjectifs, ceux qui étaient des adverbes, des verbes, etc. C'est utile, comme je vous disais, par exemple, pour voir tous les adjectifs qui se rapportent à un nom. Voilà, c'est ça. On va regarder que ces mots-là. Ce n'est pas forcément utile dans toutes les analyses de text mining. Ça peut l'être dans certains cas. Ensuite, on a aussi ce qu'on appelle une analyse sémantique. Cette fois, ce n'est pas juste un verbe, un nom, mais un concept. Par exemple, les noms d'antidépresseurs. Ça va être des noms de molécules, des symptômes, des pathologies, des molécules, des médicaments. Quelque chose que vous-même, vous allez définir comme étant un concept important. Et c'est ça que vous allez lui demander d'aller chercher et d'extraire. Enfin, la dernière étape, c'est la transformation des données. Pensez bien qu'il y a beaucoup de mots qui apparaissent. Grâce à toute cette préparation, on réduit beaucoup, on enlève les arêtes, si vous voulez, si je reprends l'image du poisson, on enlève les arêtes, on enlève la peau, etc. Voilà. J'ai quelque chose de pas mal pour avoir mes sushis bien coupés, bien comme il faut. On arrive à cette transformation des données. Vous avez vu que
par exemple, ces mots-là, et, de, là, pas beaucoup de sens. Ne vont pas m'aider à savoir, à trouver de l'information cachée. C'est des mots qui ne sont pas très pertinents pour l'analyse. Par contre, de voir vitamine, escitalopram, etc., ça va m'intéresser. Ça a plus d'intérêt pour l'analyse de text mining. Donc c'est ça qui va se passer ici, c'est que les mots, ces petits mots vont aussi partir et qu'on va se restreindre aux mots qui reviennent le plus fréquemment, mais le plus fréquemment mais plus fréquemment et pertinent. Voilà, la subtilité. Pour en fait être structuré, parce qu'à la base c'est ce qu'on cherchait, c'était à nettoyer et structurer notre base de données en une matrice. Donc ici vous avez les documents, c'est ce qu'on appelle une matrice document-terme. On a les documents, on a les mots. Là c'est pas tous les mots parce que ce serait un peu trop grand, il y en a 24. Et on va avoir des matrices de contingence, le nombre de fois où c'est apparu dans le titre, dans le document, le nombre de fois où le mot est apparu dans ce document. Et c'est sur cette matrice qu'on va travailler. Je ne sais pas si vous le voyez tout de suite, mais il y a beaucoup de zéros. Elle est assez vide en fait, cette matrice. Donc on comprend qu'il va falloir utiliser des méthodes stats qui prennent en compte ce genre de matrice. Sinon, ça va être très compliqué de voir quelque chose, de modéliser quelque chose. Quel type de modélisation? Alors, j'en ai regroupé 4 grandes classes ici. La prédiction, le clustering, les associations, la tendance. À vous après d'en trouver de nouvelles, parce que le text mining c'est quand même une grande application, il y a beaucoup de choses à faire et qui sont faites. Donc, pour la prédiction, classer des documents. Typiquement, l'exemple qu'on prend en text mining, c'est les spams. Vous avez dans le titre certains mots, vous savez que ça va passer dans votre boîte de spam, de boîte de poubelle directement, et puis d'autres qui vont vous intéresser. Voilà, c'est typiquement ce genre de choses qui est fait. Le clustering. Clustering, tout le monde connaît à peu près le principe. Le principe, c'est de voir des mots. Parmi tous mes documents, il y en a certains qui se ressemblent, il y en a certains, suivant les mots qui sont utilisés, que je peux rassembler. Ils parlent à peu près de la même chose. C'est ce qui va se passer via le clustering. Pas forcément pour prédire. Enfin, la troisième application, les associations. Donc là, on va regarder les co-occurrences. Qu'est-ce que c'est que les co-occurrences? On va regarder les fréquences, par exemple, les mots qui apparaissent le plus souvent. On va regarder les mots qui arrivent le plus souvent entre eux, qui apparaissent entre eux. Effet secondaire, typiquement. Ça arrive fréquemment, qu'ils se soient associés au sein d'une même phrase et qu'ils soient proches. On va regarder donc ces liens, ces affinités, entre 2, 3 ou plusieurs mots. Enfin, l'analyse de tendance, par exemple la grippe. C'est ce que fait Google Trends, en fait. On voit sur Internet que les gens parlent beaucoup de la grippe, que le mot grippe sort beaucoup à une certaine période de l'année. Et donc, on arrive à prédire même un pic d'apparition de la grippe avant même que ce soit relevé au niveau clinique, que ce soit observé, parce que les gens commencent à beaucoup en parler, à avoir des symptômes. Et c'est une puissance assez importante. Vous pouvez aussi faire ce genre d'analyse avec les noms de médicaments. Vous verrez à la sortie ou quand il y a des scandales, par exemple comme les Mediator, où d'un coup beaucoup de monde en a parlé. Donc vraiment pas mal d'analyses, mais chronologiques. Vraiment on prend en compte le temps dans ce type d'analyse. Les applications en santé mentale. Alors j'ai fait une revue de la littérature de justement comment le text mining avait pu être utilisé en santé mentale. Sur quel type de données et qu'est-ce qui avait été extrait. J'en ai trouvé 4. Dont la première en psychopathologie. Donc là, c'est de l'interview avec le patient. Les intervieweurs donc, posent des questions, c'est retranscrit, enregistré et noté, capturé de façon textuelle. Pourquoi utiliser là-dessus? C'est en général, il y a peu de patients. Une quinzaine de patients, 20 patients, finalement, c'est fait à la main, la plupart du temps. C'est ce qu'on appelle de l'analyse de contenu. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà entendu ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est la personne qui analyse qui va elle-même définir ce thème-là, cette phrase-là, ce mot-là, appartiennent à tel thème. J'ai abordé, etc.
Le text mining le fait pour vous. Qu'est-ce que ça change? Ça enlève cette subjectivité, qui est aussi cette expérience. Donc, ça enlève la subjectivité de la personne qui classifie ces mots comme étant appartenant à ce thème. Ça peut être donc très complémentaire avec une analyse avec quelqu'un qui a de l'expérience, de regarder si, avec le text mining, vous trouvez la même chose ou pas que quelqu'un qui, elle-même, une personne qui va elle-même classer les thèmes. Ça a été regardé au niveau de l'étude des maladies mentales et puis de la souffrance morale. Ensuite, le deuxième aspect, c'est la perspective du patient. Là, la perspective du patient, c'est même celle qui est capturée sur Internet. Et ça peut être des questions très libres où les gens, on leur demande d'écrire ce qu'ils ressentent et on récupère ces textes, on analyse. Donc en général, il y a quand même un peu plus de nombre de patients, nombre de textes à récupérer et à analyser. J'ai vu que les applications étaient autour des comportements des patients, autour des symptômes et puis des expériences qu'ils avaient reçues, qu'ils avaient vécues. Ensuite, le troisième aspect, c'est dans les dossiers médicaux. Donc là, les dossiers médicaux, c'est les dossiers médicaux informatisés. Il y a des choses qui sont déjà très structurées, très bien étiquetées. Et puis d'autres, les données textuelles, quand les gens écrivent, on n'en fait rien. On ne sait pas comment les utiliser, on les stocke. Et bien, grâce au text mining, on peut regarder ce qu'il y a dedans. Et on a regardé, par exemple, des problèmes de tolérance. Il y a certains médicaments, des comorbidités qui apparaîtraient. Et les croiser avec d'autres données cliniques, dont génétiques par exemple, des caractéristiques de traitement ou des hypothèses de diagnostic. Enfin, la dernière application, c'est lié à la littérature. Quand on fait une revue de la littérature, quand on est chanceux et qu'on fait une revue de littérature sur un domaine qui est très précis, il n'y a pas trop de documents à lire, mais dès que vous partez dans un domaine qui est très large, ça peut vite devenir très lourd à lire. Donc le text mining peut vous aider. Il peut vous aider par exemple à cartographier le vocabulaire, faire un dictionnaire des mots qui se rapportent dans tel domaine, qui sont utilisés dans tel domaine, via la littérature médicale. J'aurais pu le faire typiquement sur le text mining. Tous les mots qui sont du text mining ou assimilés à. La découverte de sujets cachés, de choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu parce que noyés sous un flot d'informations textuelles. Et grâce à cette technique, on va pouvoir voir des choses, enfin de regarder des thèmes dans un domaine. Donc la psychopathologie, l'étude des maladies mentales, donc c'est des émotions, des mots qui sont liés à des émotions qui vont être utilisés chez des patients schizophrènes, les mots qui peuvent être relatifs à des stress post-traumatiques ou un vocabulaire spécifique chez des patients qui sont autistes versus des contrôles. Donc ils ne vont pas avoir les mêmes mots, le même langage. C'est vraiment de l'étude du langage, du vocabulaire. Regardez l'étude des souffrances morales, les pensées suicidaires, passer un examen, l'anxiété, ce genre de choses, de souffrances qui peuvent être écrites. Je me rappelle que par exemple pour l'examen de l'anxiété, pour l'anxiété suite à un examen, on leur demandait juste avant le bac d'écrire ce qu'ils ressentaient, leur stress, etc. Et après, on regardait la corrélation avec les résultats et c'était assez marrant de voir qu'en fait, c'était pas forcément les plus anxieux, c'était souvent ceux qui étaient le plus anxieux qui réussissaient le mieux. Ensuite, donc la deuxième, c'était la perspective du patient, les comportements addictifs, l'utilisation d'opioïdes. On voit que sur Internet, c'est plus facile d'avoir ce genre d'informations d'ailleurs que quand on demande directement aux gens. Donc ça a cet avantage-là aussi, de récupérer des informations difficilement par un autre biais. Les symptômes de dépression, les gens posaient des questions sur des forums et on était extrait des parties pour identifier des symptômes dépressifs, des mots relatifs à la dépression. Puis l'expérience du patient, donc là c'était même d'aller plus loin que la dépression, de regarder des liens avec des événements de la vie. Est-ce qu'il y avait des événements qui étaient négatifs, comme la perte d'un emploi, ce genre de choses, qui étaient liés avec des maux de dépression, des traumas, des rétablissements suite à des troubles alimentaires. Il y avait des groupes d'entraide où en fait les gens échangeaient sur de la boulimie, sur de l'anorexie, et voir quels mots étaient utilisés sur le forum pour cette entraide.
puis des liens, je l'ai mis 2 fois d'ailleurs, avec les événements négatifs. La perspective soignante, donc dans les dossiers médicaux, qu'est-ce qu'on peut voir de la tolérance aux antidépresseurs? Typiquement, on va regarder s'il n'y avait pas des effets secondaires liés à des antidépresseurs qui auraient été cités dans les dossiers médicaux. Des hypothèses de diagnostic, une forme de résistance à une dépression, ou des symptômes vraiment qui apparaissent, qui seraient liés à de la psychose ou à des troubles de l'humeur. Les comorbidités, la schizophrénie et la génétique. On va voir que le patient est schizophrène, ça va être rapporté dans le dossier. Et puis d'un autre côté, vous avez plein d'autres données cliniques, génétiques, et essayer de voir si on a des choses qui apparaissent ou pas. Schizophrénie, dépression, anxiété. Voilà, ils ont gardé un large scope. Et puis aussi des choses comme des caractéristiques de traitement, c'est-à-dire c'est pas vraiment capturé actuellement de façon électronique, c'est plus ou moins rapporté, et là ça permet de conserver cette information directement dans le dossier. Enfin, dans la littérature, donc le vocabulaire sur les phobies, l'autisme, le trouble post-traumatique, stress post-traumatique, les biomarqueurs dans certaines pathologies, et puis vous aider à faire de la revue de la littérature sur la maladie d'Alzheimer, sur de schizophrénie ou de la simulation magnétique. Des choses parfois spécifiques, parfois très larges. Donc le text mining, un outil très prometteur, très intéressant pour trouver tout ce qui est comorbidité, effet indésirable. C'est déjà utilisé par des grandes agences de surveillance du médicament. Pour regarder des effets indésirables, c'est encore pas beaucoup utilisé pour de la veille bibliographique, mais ça pourrait l'être beaucoup plus. Et en fait, c'est ce qui se passe sur PubMed sans s'en rendre compte, c'est-à-dire qu'avec les mots-clés que vous mettez, il va chercher les articles les plus pertinents. Donc en fait, vous faites du text mining, déjà quand vous regardez Google, vous faites une recherche, vous faites du text mining, mais vous ne le savez pas, Google ne vous le dit pas. Mais en fait, c'est la même chose, c'est utiliser les mots, regarder leur proximité pour vous donner le meilleur résultat pour répondre à votre question. C'est exactement ça. Alors ça a des avantages, comme la connaissance de relations complexes, de choses un peu nébuleuses dans les documents. Ça va vous aider à retrouver une cohérence, à retrouver quelque chose, des informations nouvelles, que vous connaissez déjà, mais surtout l'intérêt c'est d'avoir de nouvelles choses, de nouveaux horizons, de nouvelles hypothèses de recherche, des liens génétiques, typiquement avec des maladies. Et puis éventuellement améliorer le processus du diagnostic, trouver des symptômes, des choses qui seraient associées à une maladie qui n'a pas été encore détectée comme ça en cas clinique, mais en fait qui est souvent rapportée par les patients. Voilà, c'est ce genre d'avantages que représente le text mining. Les inconvénients, typiquement les biais de représentativité. Sur Internet, vous ne savez pas qui parle, vous ne savez pas si ce sont des hommes, des femmes, s'ils ont vraiment été diagnostiqués. Vous ne savez pas trop, par exemple. Ces expériences, est-ce que ça représente tout le monde? Est-ce que ces mots-là, finalement, c'est qu'une portion de personnes qui vont s'exprimer et qui ne représentent pas la majorité des patients atteints de ces symptômes? L'autre inconvénient, c'est plus pratique, c'est qu'en fait, parfois les textes sur PubMed, en base, sont sous un format image. Et il ne sait pas analyser de l'image, il peut vous analyser des choses qui sont sous forme de texte, mais il va falloir le convertir comme des données de Word, etc., ou comme un PDF, parce qu'il ne gère pas le JPEG. C'est la manque aussi de transparence de l'outil. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment boîte noire, déjà dans sa définition. Déjà, vous avez plein de mots qui se rapportent à quelque chose, c'est qu'en général, tout le monde a sa petite définition et ça devient compliqué. Pour les méthodes, c'est aussi très nébuleux. Là, j'ai essayé de vous le résumer de façon à peu près claire, mais c'est pas toujours très simple. Et plus on rentre dans une méthode, moins c'est simple. Et enfin, le manque de précision. Il y a quand même des choses que le text mining ne peut pas faire pour vous. L'ironie, typiquement, oubliez. L'ordinateur ne connaît pas, ou alors il va falloir créer un logiciel spécifique à ça. Les métaphores aussi. Alors pour peu que vous soyez, même si vous faites ça dans une certaine langue, dans une autre, ça change.
Donc là aussi, c'est très très compliqué pour lui, puis les paradoxes. Voilà. C'est tout le charme de la linguistique qui rentre en compte. Du coup, je pense que je vais m'arrêter là. J'avais d'autres choses, mais je vais laisser la place à mes collègues pour vous montrer des applications du text mining. Voilà. Et l'application utilisée, c'est le cache R Alors, dans la grande diversité du text mining, il y a, je pense, autant de logiciels que de termes qui définissent le text mining. Donc moi, j'utilise R, seulement R, parce que je préfère avoir un outil, aller au fond des choses, bien comprendre comment ça marche et pouvoir justement, que ce soit moins boîte noire, aller vraiment au fond de la méthode pour savoir ce que je fais, pour être sûr qu'à la fin, la modélisation, elle correspond bien à ce que je veux. Voilà. Mais il y a plein de logiciels qui vous aident. Vous avez vu que ça peut être très long, ça peut être difficile à customiser, je dirais. Et ça, c'est très important de savoir ce qu'il fait, de ce que le logiciel ne fait pas. Donc ça dépend du temps que vous avez. Ça dépend de si vous pouvez coder sous R. R, pour moi, je trouve qu'il est très bien, mais il faut avoir le temps et l'appétence pour ça. Sinon, il y a d'autres logiciels qui le font très bien pour vous. La différence entre les logiciels, ça peut être aussi la linguistique, la langue dans laquelle votre corpus, votre base de données est faite. Pour l'anglais, R, pas de problème. Tous les outils ont été développés pour l'anglais. Par contre, pour le français, il va falloir coder. C'est ce que j'ai fait pour ma thèse. Donc du coup, on en apprend beaucoup sur le text mining et sur ce qu'il y a derrière. Il y a des logiciels qui le font aussi très bien en français, parce qu'eux-mêmes ont développé des dictionnaires, comme ça, des routines, ont adapté des choses, des outils qui étaient faits en anglais pour du français ou pour d'autres langues. Donc voilà. Quand tu vas falloir coder, c'est coder quoi? Coder, par exemple, le steaming, la racinisation. Il va falloir lui dire que produire, c'est la même chose que produit avec un T, que produit avec un S, que produit... Ouais. Il y a des mots qui ne va pas comprendre. Il y a des choses qui sont en R déjà, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc il va falloir l'aider à identifier ces bouts de phrases, ces bouts de mots qui sont les mêmes. Du coup, tu as fait un espèce de package, c'est réutilisable. J'ai ma petite liste de mots comme ça, mais qui est propre à mon corpus. C'est-à-dire que moi, j'ai regardé dans ma thèse des choses sur Internet. Donc, c'est les mots qui ont été utilisés dans les titres de discussion sur Internet, même très spécifiques. Donc, je l'ai adapté. Quand j'ai identifié que ces mots-là étaient apparaissaient deux fois, si vous voulez, dans ma matrice termes documents, alors qu'en fait, c'est exactement le même mot, j'ai dû lui dire, ces deux mots-là, tu les mets ensemble. Tu ne les sépares pas, c'est la même chose. Donc voilà, c'est comme ça que je lui ai fait apprendre. Mais ce que tu as fait est utilisable par un tiers ou... Oui, pourquoi pas, il n'y a pas... C'est R, c'est collaboratif. À la fin, le produit final qui sort, c'est quoi en définitive? On va avoir des exemples après. Oui, je peux vous montrer ce que j'ai fait très rapidement, mais il y a d'autres applications et puis il y a d'autres... Oui, mais il y aura plein d'applications. Voilà. Juste sur le stemming, c'est vrai que l'outil de stemming de R en anglais est parfait. En français, il est moyen. Il n'est pas mauvais, il est moyen. Mais il y a des outils de stemming qui existent dans d'autres logiciels et qui sont meilleurs. Donc du coup, l'objectif, ça va être d'essayer de voir, or ce sont des logiciels libres aussi, donc essayer de voir quel est l'outil qui a le meilleur outil de stemming pour pouvoir faire une petite boîte à outils où on peut piquer le mieux dans chacun des... Et puis je pense que dans 5 ans, de toute façon, il y a des groupes de travail sur la francisation et l'électronique. Actuellement, moi de ce que j'ai vu, c'était beaucoup des traductions. On traduisait de l'anglais via Google Translate, en fait des termes anglais qui avaient bien été définis en français, et ensuite il y a des gens qui se sont investis dessus, dans certains logiciels, qui ont vraiment fait cet effort qui avait été fait en anglais pour créer des corpus, des dictionnaires vraiment adaptés et pas juste traduits. Donc il faut aussi bien voir ce qu'il y a derrière. C'est ça qui est important de le voir. Pour effectivement avoir la même chose sous un même logiciel, je trouve que ce serait quand même beaucoup plus simple, parce que de sauter de l'un à l'autre, au bout d'un moment, faut faire attention, je dirais.
que je vous explique. Donc je suis en thèse là, de santé publique à Paris Sud et je travaille avec Louis Josserand à l'UVSQ. Donc on travaille à fabriquer un outil une base de données de santé publique sur le sujet âgé en EHPAD. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ce travail que j'ai fait sur les observations de traitement kiné que nous avons dans notre base de données. Voilà, donc d'abord je vous dis ce que c'est qu'un EHPAD et le SQL. Alors l'Institut du bien vieillir, c'est une association de 1901 qui est dans l'entreprise Corian. Et donc elle est destinée à développer la recherche sur le sujet âgé. Donc voilà les objectifs de l'Institut du bien vieillir et donc la base que je suis censée fabriquer. Donc ça va être un outil de recherche de santé publique dans le champ psychosocial. Et donc un des objectifs principaux, c'est de fabriquer une cohorte de résidents en EHPAD, d'évaluer les pratiques et tester des modes de prise en charge innovants. Alors dans notre base de données, on a à la fois des formats de texte fixes et on a aussi un dossier résident informatisé. Dedans, on a plein de tables avec le profil des résidents, c'est-à-dire les caractéristiques socio-démo, leur état de santé, les pathologies, les médicaments, beaucoup de choses. Et puis on a aussi des données non structurées, donc on a parlé tout à l'heure Adeline. Donc ces données non structurées, elles sont au format texte. C'est une énorme table qui s'appelle la table des transmissions. Et c'est un outil de liaison pour le personnel médical. Donc il saisit au fil de l'eau toutes les remarques qu'ils ont concernant tous les résidents. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, à la différence du web, cette table, c'est du champ libre, c'est saisi un peu au fil de l'eau, mais toutes les informations sont indexées, c'est-à-dire qu'elles concernent un résident donné et elles sont saisies elles sont dans un EHPAD donné. Voilà. Je voulais vous dire, cette entreprise, donc elle a plein d'EHPAD en France et en Italie, en Allemagne et en Belgique. Et donc chaque EHPAD a son système d'information unique. Donc nous en France il y en a deux, parce qu'il y a une fusion il y a 2 ans. Donc pour l'instant, il y a 2 systèmes d'information, ils vont basculer et fusionner bientôt. Donc moi je travaille sur un des systèmes d'information. Voilà, parce que c'est le natif, c'est pas celui de l'autre entreprise, donc c'est pour ça que j'ai eu accès à ça au départ. Voilà, donc les données sont non structurées, mais elles sont bien indexées, et dedans il y a des phrases, des mots, quelquefois juste des acronymes, des dates, enfin un peu de tout. Voilà, donc le but c'est ce que j'ai voulu faire, c'est prendre un sujet bien spécifique, c'est-à-dire un traitement kiné, une table bien donnée, parce que là il y a les transmissions, mais il y a d'autres tables, et vérifier que ce que je faisais, ce que j'utilisais comme outil, ils étaient bien valables, bien encadrés, et que je pourrais les utiliser pour faire des choses plus complexes après. Donc pour cette étude, j'ai 127 EHPAD, 11 régions, 1015 résidents et 4051 observations, traitements kiné. Donc alors, pour travailler là-dessus, j'ai pris les résidents vivants au 30 septembre 2013 et j'ai reculé 6 mois en arrière. Il fallait qu'ils aient au moins une observation kiné dedans. Donc une ou plusieurs, ou beaucoup, voilà. Et donc je me proposais d'analyser ces informations-là et de voir ce que je pouvais en tirer. Pour enrichir l'application, j'ai aussi ajouté les caractéristiques socio-démo et d'autres informations comme les pathologies et les antécédents des résidents. Donc d'un côté, on a la base de données, donc c'est un silo, donc c'est exploité entièrement avec Oracle. Ce qui se passe, c'est que bon, c'est juste utilitaire, ils se servent de ça pour faire des indicateurs, tout ça, mais ça n'a pas de but de santé publique, hein, c'est purement professionnel. Et donc ça c'est d'un côté, et de l'autre côté, donc j'ai travaillé avec RStudio. Donc j'ai fait une partie du traitement sous Oracle et
et une autre partie sous R. J'ai préféré faire comme ça parce que je voulais être sûre de où j'allais. Donc j'ai fait toutes les opérations dont a parlé Adeline, c'est-à-dire que d'abord, comme j'avais des champs textes de 4000 caractères et que c'est très lourd à traiter, je les ai coupés. J'ai coupé à 300 caractères. J'ai regardé, hein, bien sûr, j'ai fait des listes, j'ai regardé toutes sortes de choses et il m'a semblé qu'à 300 caractères, c'était bien. Je sélectionnais un maximum d'informations avec une perte minimale. Ensuite, j'ai supprimé les mots vides de sens, les dates seules, parce que quelquefois il n'y avait juste que des dates. J'ai essayé de détecter des mots-clés. Donc ces mots-clés, ce sont des mots qui sont pertinents par rapport à la description des traitements kinés. Et j'ai enlevé certains mots qui ne servaient pas à grand-chose et qui n'étaient pas vraiment spécifiques du traitement kiné. Il y en avait beaucoup et donc de ce fait-là, ça noyait l'information. Donc en les extrayant, ça permet de mieux se focaliser sur ce qui est important. Et donc j'ai fabriqué une problem list, comme ils appellent les Américains, une liste de mots spécifiques dans le traitement kiné. Voilà, donc là je redis, donc l'analyse elle se fait en 2 étapes. D'abord une analyse textuelle supervisée, donc avec la fonction like et des wildcards. Donc le truc dont elle a parlé, Adeline, c'est-à-dire chercher des racines de mots, tout ça. Avec le pourcentage et la fonction like, on peut faire des choses extraordinaires avec Oracle. C'est-à-dire qu'on peut couper les mots où on veut, on peut les associer avec des ou et des and, voilà, et on peut faire toutes sortes de combinaisons très complexes. Et c'est vraiment très très puissant. Et donc une fois que j'avais fait ça, que j'avais bien tout nettoyé, j'ai fabriqué donc un corpus de documents. Je l'ai exporté dans R, en passant dans... J'ai fait un document texte, .txt, et après je l'ai exporté dans R et je l'ai exploité avec TM. Voilà. Là, c'est pas supervisé. Alors quand je dis que c'est supervisé sous Oracle, c'est-à-dire que c'est moi qui décide chaque chose que je vais calculer. Alors que dans l'autre, c'est package. Donc là, je vous ai mis le dessin en fait de ce qui se passe. Donc j'extrais d'abord les informations et les observations kiné, là. Ensuite je tronque et je nettoie. Je fabrique ma liste de mots-clés, j'en exclus certains, je crée mon corpus et le corpus est analysé dans R. Donc ensuite, pour essayer d'enrichir et de justement apporter une certaine pertinence clinique aux informations, j'ai croisé ces informations-là avec le profil pathos des résidents. Alors le profil pathos, c'est une modélisation qui a été faite pour le sujet âgé, qui consiste à découper les pathologies, les antécédents en 10 domaines différents, qui permettent de modéliser le coût et les apports que ça va, économiques dans les EHPAD. Ensuite, j'ai essayé de faire des ACM, des ACP, et des classifications pour regarder justement si j'avais des groupes de résidents qui étaient intéressants les uns par rapport aux autres. Voilà, et après, je vous donnerai un exemple où j'ai fait une analyse de 2 clusters. Alors là, c'est le truc que j'ai fait sous Oracle. Donc là, vous voyez, il y a une liste de mots que j'ai détectés qui étaient très fréquents. Donc en gris, ce sont ceux que j'ai enlevés parce qu'ils me semblaient non pertinents. Donc vous voyez, j'ai gardé par exemple autonomie, récupération fonctionnelle, marché, tout ça, équilibre. Alors j'ai laissé là, vous voyez ici, il y a non classé. Vous voyez rien, bon. Alors je vous dis, pardon, excusez-moi. Alors au début, vous avez free text. Donc ça, c'est du texte libre que je vais recycler dans TM. Donc après, vous avez autonomie, bon, récupération fonctionnelle, marché, partiel, antalgique, dont des mots qui peuvent servir pour les kinés, équilibre, douleur, massage, participation, volontaire, motivation, stimulation et cognition. Cognition, je l'ai gardé, il n'y en a pas beaucoup, mais ça me semblait intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de résidents qui ont des problèmes cognitifs. Et ça impacte sur leur activité. Donc là, c'est les mots, ça c'est avec TM, donc c'est un bar plot. Donc vous avez les mots, on retrouve les mots que j'avais trouvés avec SQL. Donc maintien, autonomie, récupération fonctionnelle, bon partiel et tout ça. Et il y a des mots en plus
Par exemple, il y a exercice, augmenté, douleur, voilà quoi. Périmètre, fauteuil, massage, enfin des mots comme ça. Donc ensuite là, c'est un workload que j'ai fabriqué donc avec les 3 packages qui servent à faire ça. Donc vous avez donc il y a notamment je vais les dire, ils sont là maintenant. Ils sont sortis du cerveau. Donc vous avez Snowball pour faire la boule de neige, Word Cloud, donc c'est lui qui analyse les mots et qui fait du stemming, et Air Color Brewer, donc c'est lui qui choisit les couleurs. Donc là j'ai pris une palette qualitative parce que j'ai des données qualitatives. Voilà, donc vous retrouvez les mots, hein, autonomie, maintien, récupération fonctionnelle, bon, tout ça. Voilà. C'est je peux juste rajouter un truc pour revenir sur le temps. Juste comment c'est calculé, comment c'est fait, c'est la taille des mots, des oui. de la fréquence. Oui, c'est ça, oui. Donc les vont apparaître plus gros. Ouais, et donc en fait j'ai demandé 200 mots, les 200 premiers mots que je connaissais au moins 3 fois. Et j'ai dit que je voulais 35% de mots en vertical par rapport à l'horizontale, on le voit. Voilà, et donc oui, la fréquence des mots est proportionnelle. Et la couleur, c'est aussi pour... la proportion. Oui, voilà, c'est ça, c'est pour renforcer la visualisation. Alors après, donc j'ai fait, au départ, j'ai fait une ACP. Parce que j'avais en fait, là, les variables que vous voyez, ce sont les antécédents en 10 domaines. Donc elles commencent toutes par A, donc elles sont toutes ici. Et les pathologies, donc dans 10 domaines aussi. Et les nombres de chutes, j'ai ajouté le nombre de chutes parce que c'est un très gros facteur de risque pour les sujets âgés. Et c'est lié aussi à c'est une grosse préoccupation des kinés. Donc en faisant ça, en fait, ce qu'on voit, c'est que, et ce qui m'a vraiment frappé, c'est que d'un côté, vous avez les antécédents, de l'autre côté, les pathologies. Donc la pathologie, c'est l'état actuel du résident. Moi, je l'analyse comme le fait que le résident, en fait, sa situation change énormément au cours du temps. C'est-à-dire, il y a une image à l'entrée et après, elle bouge. Donc il y a une dégradation, en fait, assez rapide de l'état du résident. C'est ça, quoi. Globalement, c'est comme ça que ça s'analyse. Et donc, vous voyez, en fait, le nombre de chutes, c'est ce petit vecteur, parce qu'en fait, il est perpendiculaire au premier plan principal. Donc ça m'embêtait, parce que je voulais que cette variable-là, elle soit très utilisée dans mon modèle, parce que je pensais qu'elle était très importante. Donc j'en ai conclu que peut-être une ACP, c'était pas bon, il valait mieux faire une ACM, donc une analyse en composantes multiples, avec des variables quali au lieu des variables quanti. Il y a combien de variantes sont expliquées par... juste 30% là, avec les 2 premiers plans. Et sinon après, si on regarde, en fait les 7 premières valeurs singulières font juste 59% de l'information, du coup c'est pas bon, quoi. Par rapport à la problématique que j'avais, c'était pas intéressant. Donc à la place, j'ai fait une ACM. Donc alors là, ça va être pire. Donc là, vous voyez, en fait là c'est le profil de santé des résidents. Et donc vous avez en fait les 10 domaines, donc je peux vous les dire. Hein. Donc vous avez cardiovasculaire, neuropsychiatrique, pleuropulmonaire, infectieux, dermatologie, ostéo-articulaire, système digestif, système endocrinien, uronéphrologie et autres. Donc vous avez vraiment toute la panoplie de ce qui peut toucher un sujet âgé. Et dans autres, vous avez cancer. Donc je vous le dis, voilà, comme ça vous êtes informés. Donc après, j'ai ajouté aussi les chutes avec appel du médecin, les chutes avec hospitalisation, parce que ça marque la gravité de la chute. L'âge à l'entrée, l'âge au moment de l'information, enfin de kiné, et le nombre de chutes. Donc là c'est la classification ascendante hiérarchique suite à l'ACM, donc à l'analyse en composantes multiples, avec donc région, département, EHPAD, sexe, profil de santé, donc que des variables quali. Voilà, donc on constate qu'il y a un bon découpage en 6 classes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, donc en fait, on voit qu'il y a un tout petit cluster là. Alors moi ça, j'ai voulu tout de suite savoir ce que c'était que ce cluster. Donc
Donc je vous montre avec la suite de Factomine-R. Donc ici, vous avez dans l'espace, hein, donc en 3D, la classification que vous avez vue tout à l'heure. Et donc ici, on voit ce petit cluster rose fuchsia. Alors qu'est-ce que c'est? Je vais vous le dire. Attendez, non, il ne faut pas que je vous dise pas ça. Pardon. Donc en fait, ces résidents-là, ce sont des résidents qui viennent tous d'un même EHPAD. Et en fait, leurs pathologies ne sont pas remplies. Il y a juste les antécédents. Ils sont plus âgés. Et au début, moi, je me suis dit, à mon avis, ils ont oublié de remplir les pathologies. Et après, bon, il y a quand même un résident sur 18 qui a ces pathologies remplies. Je me suis dit, peut-être qu'ils sont tellement fragiles que s'ils ne sont pas cassés la tête, ils n'ont pas rempli les pathologies. Ils avaient déjà tellement d'antécédents, c'était pas la peine. Donc, on ne peut pas dire que, voilà. Enfin, bon, on a quand même une information sur le fait que ces résidents-là, ce petit groupe est vraiment différent des autres. Surtout que dans une ACM, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand le cluster est petit, ça signifie qu'ils sont très proches les uns des autres, enfin ils sont très similaires et très différents des autres résidents. Chaque numéro, là, que vous voyez, en fait, c'est un résident. Donc ensuite, j'ai décidé de... Ah oui, attendez, oui, donc je dois vous remonter le truc. Ici, comme ça, c'était pas très intéressant. Bon, une fois que j'avais trouvé l'origine, j'ai décidé de comparer le cluster bleu turquoise avec les 4 autres. Donc le cluster 5 qui est là avec les 4 autres qui sont là. Et voilà ce que je trouve en faisant une analyse textuelle. Donc je vous explique, hein, comme avec le package, avec ce package-là, Factomine-R, vous avez le numéro du cluster, c'est une variable, donc je peux le récupérer, et donc j'ai séparé les deux corpus. Et donc ce qu'on voit en fait, c'est que, eh bien, il y a un groupe qui est plus, en fait le groupe qui est à droite, c'est le cluster bleu turquoise, les gens sont plus âgés. Donc c'est pour ça que vous avez fauteuil et vous avez LED, hein, donc LED, voilà. Alors que dans les 4 premiers clusters, bah, vous avez mobilisation des membres et toujours le travail. Donc en fait, ça veut dire qu'on essaie de les maintenir à flot et de les faire marcher, tout ça. C'est la préoccupation principale des kinés. Hein. Donc parce qu'une fois qu'il n'y a plus la marche, il n'y a plus la mobilité, c'est le début, c'est le commencement de la fin. Donc il faut pas... Il faut... Voilà. Bon alors, la discussion. Alors, donc en en travaillant avec des requêtes SQL, textuelles et du text mining, en fait, je récupère le meilleur des deux. C'est-à-dire qu'à la fois, je peux superviser ce que je cherche et bien baliser mes résultats, et je peux affiner après avec le text mining sous R. Donc j'ai bien 2 couches d'analyse textuelle. Et donc ça s'apparente au deep learning, on a plusieurs couches d'apprentissage. Alors ensuite, j'ai pu aussi rapprocher mes données textuelles de mes données fixes, puisque j'ai toujours l'indexation de chaque observation. Donc ça c'est facile et ça c'est très bien. Et donc je peux bien comparer les résidents, leur traitement kiné et puis leur profil de santé. Donc voilà, donc ça c'est ce que je viens de dire. Donc en plus on a des données hiérarchiques, c'est-à-dire qu'on a les données résidents qui sont reliées à une EHPAD, à une région. Donc on peut faire toutes sortes d'analyses, si on veut, même des analyses géographiques. Voilà. Alors par contre, un des avantages, c'est que l'information textuelle dépend de celui qui l'a saisie. C'est-à-dire qu'il y a du personnel soignant qui saisit de manière extensive, donc il y aura plein de trucs, et puis quelquefois il y a juste 2-3 mots, ou même rien du tout, genre ok quoi, on ne sait pas. Voilà. Donc, et puis il y a aussi une variabilité de l'info dans le temps et dans l'espace, donc suivant l'EHPAD, mais aussi suivant la politique de l'entreprise. Si par exemple ils décident aujourd'hui on va suivre plus les observations kiné, poum, tout de suite on leur donne des instructions, ils saisissent l'information kiné et hop, il y a une sorte de pic exponentiel de données à kiné, on ne sait pas pourquoi. Moi j'ai dû aller leur poser des questions pour avoir des infos sur ça. Donc il faut développer des outils de contrôle pour savoir ce qu'on fait. Voilà.
Donc, ma conclusion, c'est que ça enrichit bien les profils de santé des résidents, c'est une narration clinique. Alors, donc, grâce à ça, je peux fabriquer un outil de santé publique. Je l'ai déjà fait, d'ailleurs, il est presque fini. J'ai créé 21 syndromes qui touchent le sujet âgé, avec plein de mots-clés. Donc, c'est entièrement supervisé. Donc, j'ai grippe, gastro-entérite, douleur, problèmes de comportement, dedans j'ai mis la dépression, tout ça, les problèmes de digestion, dénutrition, déglutition, enfin il y a tout, problème urinaire, tout. J'ai posé la question aux gériatres et ils m'ont dit, bon, on veut ça, donc j'ai tout. Voilà. Donc, et puis donc pour bien cadrer le truc, j'ai ajouté les décès et les hospitalisations que je prends dans d'autres tables et que j'agrège. Donc je vais suivre, donc je compte tous les syndromes toutes les semaines, en plus des décès et des hospites, tous les mois, tous les ans. Et j'ai 5 ans, pour l'instant j'ai 5 ans, et j'ai 40 000 résidents. Voilà. Et donc voilà. Donc, par contre, contrôler le processus d'alimentation, ça c'est pas une mince affaire. Voilà, je vous remercie. Comme tu veux. Bien. Okay. Bon, je vais vous montrer, je vais vous parler de l'analyse textuelle du projet UNAFAM-INSERM, qui consistait à mieux connaître les troubles des patients qui ont présenté une schizophrénie avant, c'est-à-dire les syndromes prodromiques, les troubles les signes qui pouvaient être apparus avant la déclaration du diagnostic, avant le diagnostic. Ce questionnaire a été administré par l'UNAFAM à ses participants qui sont l'UNAFAM, il faut bien le dire, c'est l'Union nationale des familles des malades handicapés, malades et handicapés psychiques. Donc ce sont les proches qui ont été questionnés, les parents, la fratrie. Et ce questionnaire, bien sûr, avait pour but de mieux connaître effectivement le point de vue des proches sur ce qui s'est passé avant. 8 questions fermées, type quel est votre âge, l'âge du patient, l'âge du diagnostic, le sexe, on va revenir. La question ouverte, qui était une question de texte, qui est là. Avant que votre enfant ou votre proche ne développe véritablement son trouble, avez-vous remarqué quelques éléments sources d'inquiétude qui vous faisaient penser qu'un problème pourrait survenir un jour? Donc je vais aller très vite sur les méthodes. Ça a été beaucoup dit par Adine. En fait, je suis allé du plus général au détaillé. J'ai essayé d'analyser le corpus de réponses globalement pour descendre un petit peu plus dans des classifications des sous-groupes et ensuite retrouver avec les concurrences et les similitudes des choses un peu plus spécifiques du champ lexical des signes, des symptômes. Alors les logiciels, j'ai exploré plusieurs logiciels qui sont un peu redondants, mais c'est bien de les comparer aussi. TweetTag et TreeCloud qui permettent de faire des arbres, nuages de mots arborescents. TXM et TreeTagger qui sont des logiciels TXM utilise TreeTagger, pardon. TXM c'est un logiciel de textométrie qui utilise le logiciel TreeTagger qui est un logiciel de dématisation. En voilà un. Donc c'est lui qui il est automatique, mais on peut l'utiliser pour voir ce qu'il fabrique. C'est pas complètement boîte noire. Iramutech, un logiciel de textométrie. Et GFI qui est un logiciel d'analyse réseau. Là vous en avez une illustration par exemple de notre projet des logiciels sur une suite qui a été faite par GFI. Donc traitement préparatoire bien sûr. Beaucoup de data management, mise en forme du corpus de ce texte, 545 réponses, qui ont
sont alignés dans un répertoire. Ensuite, je vais procéder à l'analyse descriptive, la dimension, les fréquences. Et enfin, l'analyse textométrique, après on va parler, on a les outils effectivement d'ACP, le vectoriel, classification ascendante hiérarchique que j'ai utilisé, les similitudes, comment ces similitudes ça a bien fonctionné, et le réseau. Enfin, les spécificités, les fréquences des termes. Je vais revenir dessus, sur les définitions. Similitude, je passe. Similitude, c'est l'analyse des co-occurrences, en fait, la proximité des termes les uns proches des autres. Donc, je passe rapidement sur les données manquantes. Il y avait quelques doublons, quelques textes vides. Bon, donc, j'ai gardé 519 réponses valides. Les métadonnées, d'abord la taille et le nombre de mots. J'ai un petit peu aussi créé une classe, enfin voilà, 5 groupes. Les termes, les réponses les plus petites, moins de 25 mots, 25-60 mots, 61-120 mots, 120, et puis ensuite, etc., jusqu'à plus de presque 2000 mots. Alors ça, c'est dans un but, effectivement, d'avoir une segmentation de mon corpus et de pouvoir l'analyser ensuite en contraste. Enfin, je l'avais fait dans une première étude. Dans ce cas-là, je n'ai pas vraiment utilisé cette segmentation-là, j'ai plutôt utilisé l'intensité de la maladie et d'autres qu'on va voir. Mais bon, c'est intéressant de voir effectivement comment les réponses se classaient en termes de taille. L'âge des participants, ce sont bon, la plupart du temps des proches, des parents majoritairement. Je voyais se situer autour de 60 ans. Le sexe des participants, il y a une majorité de femmes qui ont apporté des réponses, plus de 80%. Et si on regarde aussi la provenance en dessous, le graphe du dessous, si vous voyez le c'est bien. Pas trop quand même. Voilà, on a essentiellement les parents. Et donc, si 90% des parents et 80% des femmes, ce sont donc les mères des patients qui ont répondu en forte majorité. Le sexe des patients, c'est assez curieux. Là, il y a une forte disparité. Peu de femmes, mais à peu près les 3/4 ou 4/5 des hommes. Alors que le sexe ratio de la schizophrénie est plutôt égal à 1, quand même, il me semble. Enfin, à peu près. C'est un peu plus homme. C'est vrai qu'il y a peut-être un peu plus les hommes, mais c'est pas si. Alors, il y a peut-être plus de gravité aussi, des cas plus graves. Alors, est-ce que c'est la gravité? Est-ce que c'est aussi lié au fait que ce sont les mères qui répondent? Je ne sais pas s'il y a un biais ou. Voilà. Mais ça ne m'a pas trop gêné pour l'analyse des textes. L'âge des patients, bien sûr, il est autour de 30-40 ans au moment de l'analyse. L'âge des constats, des premiers signes et du diagnostic, c'est un bon, là, il se situe pour ce qui est en moyenne, les premiers signes, c'est l'adolescence, préadolescence, 15-20 ans, 10 ans. Et puis il y a un décalage de 5 ans avant qu'on ait fait le diagnostic. Bon, j'ai fait une petite acidité des métadonnées, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, donc je vais passer. On voit simplement que l'âge de constat des premiers signes et l'âge du diagnostic est fortement associé. C'est à peu près tout. Au centre, donc, on voit que le nombre de mots et puis le sexe n'ont pas du tout ne ressort pas du tout sur cet axe-là. Donc, je pense que de toute façon, ce ne sera pas quelque chose qui va impacter l'analyse des textes. Alors la dimension du corpus, donc si on classe un petit peu le nombre de réponses, c'est le nombre de mots, là, ça c'est le texte qui me donne, c'est le nombre de mots, selon l'intensité de la maladie. Oui, je n'ai pas parlé de l'intensité de la maladie, je l'ai oublié. Elle est classée, c'est une variable catégorielle qui est classée de 1 va bien à ensuite légèrement malade, modérément, manifestement et puis gravement malade. Donc la plupart des réponses, des mots, mais les réponses, ça va être grosso modo proportionnelles, se situent autour de manifestement malade. Voilà. Bon, ça c'est pour la description. Donc 519 réponses, 60 000 termes.
qui est occurrence, un peu terme, c'est-à-dire l'arrivée du mot. Le nombre de formes distinctes, c'est simplement 5005, et dont 2800 apax. On ne va pas analyser dans ce cas-là, puisque moi ce qui m'intéressait, c'est ce que j'ai présenté dans la bulle, qui est un petit peu fausse, parce que au-dessus, ce que vous voyez là, ici, ce sont les mots vides. Les deux, là, les adjectifs, voilà. Donc ça, c'est pas non plus un grand intérêt, c'est ça qui est réellement intéressant. C'est-à-dire les mots les plus fréquents, qui seront les deux classes nom, verbe, adjectif, des parties du discours assez intéressantes, et qui auront une fréquence supérieure à 10, 30. Voilà. Alors le premier des traitements, voilà, on rentre dans le traitement vraiment à proprement parler textométrique. La première des choses à faire, c'est de récupérer le dictionnaire des mots-clés et de le trier. Alors il y a tous le font, tous le donnent la fréquence des mots. Et là je l'ai illustré, et en regardant un petit peu attentivement, on s'aperçoit assez vite, enfin moi j'ai eu mal à voir ça, qu'il y avait des thématiques, une redondance de 4-5 thématiques. Si vous voyez, est-ce que vous voyez, je ne sais pas, on peut zoomer un peu. En jaune, vous avez des mots-clés qui sont liés au temps. En âge, année, mois, jour. Vous avez, pardon, en bleu, c'est plutôt les mots-clés qui ont... Ce sont les termes médicaux. C'est-à-dire vraiment les termes diagnostic, traitement, médecin, schizophrène. On est vraiment dans le champ lexical du médical. En gris, on a les termes qui sont liés à la famille, aux proches relations, enfants, fils, fille, père, parents, amis, etc. En vert, on va trouver des termes liés à l'environnement. Maison, travail, classe, école, collège, etc. Et en magenta, on trouve des signes. C'est-à-dire, moi j'ai dit, alors ça c'est mon classement, voilà. Il y a un certain nombre de termes qui me font penser qui sont liés à du signe, des troubles. Que ce soit générique, comportement, problème ou difficulté, mais plus spécifique, cannabis, alors là on les a pas tous, ils sont peut-être plus dans le fond, il y avait retrait, isolement, dépression, violence, voilà, ça c'est déjà un petit peu plus du domaine de la sémiologie. Donc un petit image de mots, celui-là il est fait avec Iramutech, mais je suis à peu près persuadé qu'ils utilisent Word Cloud, ça ressemble fortement. Donc c'est effectivement la fréquence du mot enfant, fils, la difficulté, le comportement est très importante. La même chose à droite avec Word Cloud qui nous donne une façon arborescente de présenter les co-occurrences, c'est-à-dire que les mots qui sont proches des autres, avec la taille qui est proportionnelle à l'importance, et puis la couleur qui peut varier selon la proximité ou l'ordre du discours. Alors on peut déjà voir qu'il y a effectivement des termes plutôt médicaux, des termes liés plutôt à la classe, à l'environnement, parce que ça ne le trie pas vraiment, enfin bon, on retrouve un petit peu effectivement une grande, peut-être déjà une grande classe. C'est pas non plus là un tri évident. Donc j'ai fait ensuite l'analyse globale du corpus avec les outils de textométrie TXM et Iramutech. Sur TXM, je vais passer parce que c'est pas le plus visuel. Donc le corpus est analysé pour le contraster en fonction d'une variable. Alors j'ai pris, dans les métadonnées, par exemple, j'ai pris la variable intensité de la maladie, qui me semblait intéressant. Est-ce que ce sont les mêmes mots quand on parle de quelqu'un qui va bien ou quelqu'un qui est manifestement ou gravement malade? Bien sûr, ça évolue, c'est un instant T, mais alors déjà, si on regarde effectivement cette dimension-là en ICP, en analyse de correspondance, on peut trouver effectivement que la classe 5 gravement malade se décale vers la gauche et qu'on a presque une progression là, 2, 1, 3, 4.
Mais on ne va pas non plus. Moi, je ne comprends pas quelque chose, je sais pas. C'est en fin de compte l'analyse de, j'ai pas fait le schéma, c'est la matrice terme-document qui est analysée. Donc en fin de compte, à partir du moment où on Ton axe des abscisses, c'est... Alors, on a c'est une ACP donc, qui va donner deux dimensions principales qui représentent le maximisme de la variance. Donc là, on a en X 26% de la variance et en Y 21% de la variance. Donc en fin de compte, comme c'est multidimensionnel, les projections se font sur les deux axes qui représentent le maximum de variance. Mais là, ici, j'ai représenté la variable métadonnée, la variable intensité. Dessus, on va avoir aussi les mots. C'est-à-dire qu'en fin de compte, regardez, si je... C'est un sujet supplémentaire. Voilà, c'est selon qu'on analyse la matrice du point de vue de la classification intensité ou du point de vue de la fréquence des mots. En l'occurrence, oui, la fréquence des mots. Alors en termes de mots, bon, bien sûr, il nous a coloré pour nous aider. C'est pas vraiment probant. Hein, on n'a pas non plus encore une vraie... c'est quand même un mélange. On voit un petit peu plus hospitalisation, schizophrène, ça en bleu. Bon, voilà. Mais on va aller progresser, on va progresser. Et ça va être Pour préciser ce que dit Caroline, ta matrice texte-document. Là, le document, c'est une réponse d'un parent patient. Tu ne l'as pas tranché dans... Alors le logiciel le fait, je pense, pour créer effectivement des segments sur lesquels il puisse porter des analyses. Mais moi, c'est un peu boîte noire, donc il faudrait que je le valide et que je te le confirme. Mais moi, je n'ai pas eu à trancher les textes. J'ai apporté les 545 documents. Je vais d'ailleurs faire une analyse sur cette matrice. Par contre, je pense qu'il a besoin de toute façon de faire des segments par paragraphe, surtout quand il y a des gros textes, des textes de 2000 caractères. Mais pour des raisons, alors là, c'est un peu de la cuisine qu'il faudra que l'arrière-cuisine qu'il faudra que j'aille voir. Mais effectivement, ça doit être nécessaire. Sinon, toujours la CP, c'est des proximités de sujets. Enfin, les mots sont proches quand ils sont ensemble dans le même document. Voilà, c'est ça. C'est toujours le principe de... le document, il a une définition un peu pas complètement claire, parce que le document, ça peut être ou le questionnaire écrit par le patient, ou le questionnaire découpé en morceaux quand il est trop grand. Oui, c'est ça que L'information sur la gravité de la maladie, elle est issue de c'est la métadonnée que j'ai associée. C'est-à-dire que c'est ça l'intérêt, c'est d'avoir un corpus et d'avoir aussi des données... C'est le même informateur en définitive. Oui. Ah oui, c'est le même de façon différente. Oui, tout à fait. On va le faire aussi d'ailleurs en fonction d'autres métadonnées. Très rapidement, partitionné par sujet. Cette fois, effectivement, la source, on a toujours la matrice avec des mots, mais en face, on va avoir les 545 sujets, ce qui fait une matrice plus lourde, énorme, avec parfois des segments petits. Alors c'est pas très lisible, mais je vais quand même remarquer ce nom là qui apparaît. Je vais juste simplement insister sur celui-là, parce que ça m'a permis, vous voyez que là maintenant si j'analyse les sujets, là vous voyez ce sont les mots, les sujets, et on a un certain nombre de sujets, et là j'ai plusieurs sujets là, qui sont un petit peu associés à ce nom. Effectivement, si on regarde les réponses, les voilà, les réponses sont non. C'est-à-dire qu'à la question « Avez-vous remarqué des symptômes ?» il y a quand même eu des noms. Non, on n'avait rien remarqué. Non, jamais. Non, tout allait bien. J'en ai non attribués à l'adolescence, etc. Souvent des réponses courtes. Il y avait même carrément des noms. À l'extrême, ça c'est non, non, non. Et puis ici, on a non, jamais. Non, tout allait bien. Bon. La classe des noms, ça représente quand même 35, mais ça représente 7% quand même des réponses. Et il faut garder ça à l'idée. Et j'avoue que j'aurais peut-être pu oublier, passer à côté de ça. Donc voilà. Je passe sur le reste, on va le voir mieux après. Voilà. Oui, celui-là est passé. Alors j'ai procédé ensuite aussi à une classification comme un Fetipa, classification ascendante hiérarchique.
Je vais passer assez rapidement sur le traitement dans R. C'est pas celui qui m'a apporté le plus d'éclairage. Voilà, je vais passer. D'autant que c'était bien écrit, c'est la librairie Miner. On a à la fois effectivement une classification et une ACP projetée sur la classification à la fois des sujets et des mots. Mais j'avoue que c'est pas lisible. Donc ça ne m'a pas satisfait. Là aussi, une ACP sphérique qui m'a permis simplement d'étaler les mots un peu plus. Donc ce qui est sympa, c'est qu'on peut les lire cette fois. Parce que quand on a 150 mots qui se chevauchent, c'est bien. Alors on peut les lire et donc retrouver un petit peu des groupes, mais ils sont bien étalés, mais il n'y a pas forcément des grands clusters. C'est pas fait pour non plus, je pense. Alors, dans Iramitech, j'ai procédé à la classification ascendante hiérarchique du corpus global. Dans un premier temps, avec tous les mots, les mots vides, verbe, article, etc., mais verbe, nom et adjectif. Vous allez voir qu'après, j'ai fait le parti pris d'utiliser que les noms et j'ai trouvé qu'il y avait un plus. Mais déjà, la classification que fait Iramitech me donne, enfin j'ai paramétré pour avoir 3, 4, 5, 10 classes. Avec 4 classes, j'ai trouvé que c'était intéressant. On a une classe là qui commence à m'intéresser parce qu'elle parle repli, isolement, concentration, consommation, agressivité, addiction. On a, pas uniquement, mais majoritairement une classe de signes, de symptômes, de manifestations. Ici, c'est encore un peu mélangé, on a à la fois l'environnement scolaire, etc. Les émotions, j'en ai pas parlé, angoissées. Et puis ici, des termes médicaux, mais c'est un peu mélangé. La classe bleue, là, que vous voyez peut-être pas très bien, c'est curieux, elle a regroupé plutôt tous les verbes de ce côté-là. Alors on a pensé des verbes, même pas forcément d'une action, mais mentaux, de penser, parler, connaître, laisser rester. Donc j'ai trouvé ça assez curieux d'avoir une espèce de tri des verbes, ce qui après m'a pas donné la puce à l'oreille, mais m'a fait penser qu'il était intéressant de se débarrasser des verbes. Parce qu'en un sens, il m'apportait, pour moi, il me parlait moins que les mots. Quand j'avais un mot comme psychiatre ou isolement, je voyais un petit peu mais changer, parler. Pour moi, c'est générique, c'est un petit peu le problème du langage, je trouve. Moi, j'ai l'impression que quand on dit va me schtroumpfer le marteau, les gens comprennent. Si on dit va me chercher le schtroumpf, je ne sais pas. Donc, alors, voilà, mais ça, c'est peut-être dans ce spécifique à ce contexte. Il y a aussi le problème du sujet. C'est dans le verbe, si c'est j'ai pensé. Alors voilà, il faut parfois. Si c'est oui. l'enfant qui a pensé, c'est la même chose. Alors tout à fait, les textomètres, par exemple l'analyse de la Shoah d'Eamon Maniaf, si vous allez voir sur internet, c'est passionnant, intéresse beaucoup au sujet, au nous, à la famille, les gens vont se faire. Bon, je ne vais pas faire des digressions, mais du coup, voilà, là c'est un parti pris, mais il y en a d'autres, hein, c'est pas toujours intéressant d'éliminer ces mots vides. Alors en 4 classes, on les retrouve, bon, mais effectivement, si on étale un petit peu toutes les modalités des métadonnées, on peut retrouver des choses intéressantes, mais c'est un petit peu fouillis, donc là aussi, je ne suis pas très satisfait. Par contre, l'ACP sur cette classification commence à bien isoler ce groupe violet de signes. Le reste, je trouve un peu mélangé et pas vraiment probant. Mais concentration, isolement, agressivité, incapacité, même les petits, morbide, vestimentaire, problématique. Bon. Voilà. Et là aussi, en lien avec la fréquence, le caractère est grand. Oui, C'est ça. oui. Alors, est-ce que c'est la fréquence ou je me suis posé la question. Moi, j'ai pas le sentiment, au final, que là, ça m'a intrigué. Je
Je pense que c'est un coefficient. Alors, est-ce que c'est. Il me paraît que le coefficient a une spécificité, c'est qu'en fin de compte, un contraste, ce mot-là serait très spécifique de cette classe, et même s'il est plus rare, parce qu'il est moins fréquent dans d'autres, parce que j'avais pas autant de mots autonomes, par exemple, qui est assez présent. Enfin, donc je pense que c'est pas uniquement la fréquence, c'est plutôt. Là aussi, c'est des questions qui font qu'il faut aller voir ensuite dans l'outil, et c'est faisable parce que Iramitex se base sur fait appel aux librairies R pour faire ces traitements. J'ai oublié le nom, Proxy et Color Grover tout à l'heure. Bon, 11 classes, ça n'apportera pas plus. Donc, pour l'instant, voilà. Excuse-moi, mais Oui. je ne connais pas du tout. Je suis déjà. À quel point toi tu diriges la clusterisation? Tu détermines le nombre de classes? Oui. Et tu fais d'autres choses? Tu dis plus que ça ou sinon c'est le logiciel? Oui, alors si il y a un certain nombre de champs de paramètres. On peut déterminer le nombre de classes, on peut déterminer effectivement le seuil, le type d'association, les types d'analyse. Alors bon, on peut utiliser des co-occurrences, de l'outil Et la co-occurrence, tu as fait quoi? C'est la méthode de co-occurrence. Pour ce qui est des sous-groupes, parce que la CP, je mélange. La CP, mais on a un certain nombre de paramètres et de paramétrage. Donc la CP, c'est pas les co-occurrences, mais les corrélations. Il y a deux paramètres, ça me vient. C'est les corrélations, et je pense qu'on a aussi une présentation de co-occurrence. Je ne vais pas utiliser. Alors, autre méthode, l'analyse des similitudes. Avec Iramitex, c'est assez intéressant. C'est effectivement cette analyse des co-occurrences. Voilà, c'est là qu'elle intervient pour la paramétrer. C'est-à-dire la proximité des mots entre eux. Et donc les associations des mots entre eux, ce sont ça qui créent des réseaux. Sur le corpus global, on commence à voir effectivement un certain nombre de halos, de patates, qui vont correspondre un petit peu à nos problématiques. Ça va être un peu plus évident, là c'est le corpus global, dans GFI je passe. Sur la classification, je procède à une classification à ascendance hiérarchique en ne sélectionnant que les noms. Je prends les noms qui vont faire une fréquence supérieure à 3. Et je trouve à ce moment-là, donc je suis moins gêné par les verbes, et je trouve vraiment 4 classes intéressantes avec les couleurs ont changé. Attention, là c'est le médical, ici on a l'environnement, enfin élève, verbe, terminal, classe, je vous l'ai dit. Là c'est plutôt les relations, enfant, heure, ami, maîtresse. Et ici, en bleu ciel, pas de chance pour isolement, concentration, les voilà. Mes signes, décrochage, trouble, comportement, incapacité. Bon, je trouve que c'est encore mieux séparé. Bon, je sais pas. Et si je fais effectivement par sous-groupe sur ces 4 classes l'analyse des similitudes, à ce moment-là, je prends la classe, par exemple, 1 qui parle du champ médical, et vous voyez une illustration de traitement, diagnostic, hospitalisation, un peu en lien avec d'autres mots, moi, hôpital, etc. Mais bon, c'est vraiment le champ médical. Pareil dans GFI, c'est la même chose. GFI, vous pouvez exporter le réseau et faire une analyse GFI. Bon, elle est différente, mais c'est exactement la même chose. Donc je vais passer. La classe de environnement, voilà. Bac, élève, classe, camarade. Bon, il y a un peu de mélange, hein, bien sûr. Il y a aussi des familles, il y a aussi des relations de personnes. Je passe pour GFI. Les signes, voilà, vous voyez, voilà. Comportement, adolescence, isolement, crise. Donc on commence à se focaliser un petit peu plus sur les signes, à en trouver, alors ils sont peut-être mieux présentés, mais on en trouve un peu plus, agressivité, repli, incapacité, anorexie, insomnie, on a peut-être aussi des troubles de sommeil, difficulté, concentration. Alors cannabis, il y a toute une patate qui se place autour du cannabis. Consommation, abandon, décrochage, vol, paranoïa.
Voilà, ça c'est la classe signe, ça commence à m'intéresser. Et puis la classe des personnes, fils, fille, parents, amis, médecin, moi je passe. Mais ça commence à illustrer assez bien, est-ce que j'ai eu la chance de ça? Alors les spécificités, je vais un peu passer vite parce que bon, TXM, c'est effectivement ce que je disais au début, c'est non seulement la fréquence, mais la fréquence dans une modalité, c'est un calcul basé sur la fréquence dans une modalité, contrastée avec sa rareté dans les autres modalités. C'est pas forcément le mot le plus fréquent, mais le mot le plus spécifique de la spécificité. Et on ne trouve pas forcément grand-chose, il faut passer 2 pour que ce soit celui de la banalité. Et là, dans la segmentation par âge, on a, comme on dit, il y a hospitalisation ici, par exemple, et qui peut être effectivement, qui est vraiment plus spécifique de la classe. Là, effectivement, c'est l'analyse par intensité, de 0 à 5, et on a hospitalisation qui est plus spécifique, significativement, de la classe 5, on s'en doute un peu aussi. Mais il y a une progression, on pouvait voir effectivement que certains mots qui sont sous-représentés, qui arrivent un petit peu plus vite. Voilà, c'est tout ce que je vais dire, mais sinon c'est un outil intéressant. J'ai aussi un peu testé des outils, pour dire que là, il y a peut-être des choses maintenant qui ont mieux marché que d'autres, qu'il faut effectivement pas conserver, ou en tout cas il faut le placer dans la perspective de ce qu'on veut obtenir. Voilà, pour illustrer un graphe sur un mot. Si on peut choisir. Alors là, je vais vraiment dans le détail, c'est-à-dire qu'à partir de là, on peut choisir un mot. Un mot, après ça nous amène loin, on pourrait faire 500 graphes, alors il faut savoir un petit peu lequel nous intéresse. Mais voilà, difficulté associée à la cannabis comportement, l'adolescence. Voilà. Et pour finir, il faut toujours savoir retourner au texte et hop, c'est un peu rapide. C'est ce que fait bien Iramutek, en nous montrant d'ailleurs, en nous proposant des segments de texte caractéristiques d'une classe. Alors dans la classe, vous avez le menu, vous pouvez aller rechercher tous les textes qui sont spécifiques, caractéristiques. Par exemple, la classe 1, ça va être médical, je sais pas. On peut avoir aussi le texte en couleur, le corpus colorisé en fonction des classes. C'est élément. Il y a même du gris quand c'est pas significatif et que le texte Iramutek ne l'a pas classé. Alors pour faire quoi? Donc du coup là j'ai quasiment terminé l'analyse. On retrouve mes 4 champs sémantiques que j'avais un petit peu vus au départ. Signe, environnement, personne, médicale. Plus émotion, je ne l'ai pas trop analysé, il y avait un champ sur des émotions, ce qui pourrait donner lieu à peut-être suivre avec des outils de sentiment analysis. Donc là, ça c'est à mettre en œuvre. Ça je passe parce qu'on peut effectivement essayer de voir les associations entre les variables mots. Là c'est l'hospitalisation selon les différentes classes. Mais bon, ça nous a hospitalisation et traitement, effectivement ça a l'air d'être associé, c'est pas si surprenant non plus. Plus intéressant, c'est que je me suis posé la question de savoir effectivement à partir du moment où on a une classe de mots, parce qu'Iramutek nous classe notre matrice en fonction des mots. Le signe, environnement, personne. Est-ce qu'on peut passer à une classe de texte? Oui, puisqu'on a vu qu'il nous est colorisé. Et il y a même un outil dans Iramutek pour exporter les sujets qui sont plus spécifiques, particulièrement spécifiques de notre classe signe. Alors par exemple, je me suis dit, tiens, signe. Alors là, j'ai fait ça vraiment à la fin, donc c'est pour ça que c'est dans la discussion. Si on extrait signe comme un sous-corpus, donc on a que je vais prendre que les individus qui sont plus représentatifs de la classe signe. J'en aurai, je ne sais pas, une centaine, je ne sais pas combien j'en ai eu. Et que j'ai refait une classification. Et là, j'ai quasiment ma sémiologie. J'ai l'univers de consommation, addiction, cannabis, le repli, l'incapacité, dépression, retrait, social, isolement,
Les difficultés scolaires, j'interprète peut-être un peu, là, j'ai difficultés, classe en France, compréhension, hyperactivité, d'autres signes, sommeil, là j'ai le côté bouffé, délirant, trouble, bon. Et encore, là il y a une redondance, addiction qu'on retrouve. Donc là j'ai l'impression qu'Iramutech m'a tout retrié. Et pour finir, un petit peu comme, je vais dans le même sens, un petit peu comme ce qu'on peut lire dans la littérature. Ce que j'ai fait a posteriori, donc j'ai regardé un petit peu quelques recherches vidéo, et on a effectivement, en général, les problèmes de drogue et cannabis, le problème de dépression, problèmes cognitifs, de déficit, etc., de comportement bizarre. Ça, c'est la littérature. Les troubles de l'humeur, l'anxiété, etc., la méfiance, la volonté, blocage de pensée. Et j'ai mis effectivement les termes qu'on avait retrouvés. On a effectivement plus d'une centaine de réponses liées au cannabis. Alors bien sûr, il ne faudrait pas additionner, hein, puisqu'il y a multiples choix, on peut avoir cannabis et alcool. Mais enfin, ça fait 84, etc. Enfin, ça fait certainement plus d'une centaine, donc plus d'un quart du corpus qui mentionne les problèmes de cannabis ou de drogue. Un bon quart aussi, tout ce qui est isolement, dépression, des projets de repli. Il faut séparer aussi ce qui est cognitif, etc. On retrouve bien les termes décrits, avec peut-être d'autres signes, TOC, phobie, ils sont moins présents, sommeil quand même, du sommeil, hyperactivité, hypersensibilité, les problèmes de fugue, TS, alors TS, je crois que j'ai regroupé tentative de suicide et TS, et voilà le problème de nettoyage et des sushis avec les arrêts, c'est quelque chose que j'ai pas forcément bien fait au départ, et une fois que les deux sont sortis, donc j'ai pu regrouper la somme après. Bon, d'autres signes, musique et dessin, moi ça m'a intéressé parce que bon, je suis dans un milieu artistique et je parle beaucoup avec d'ailleurs des associations d'handicapés psychiques et il y en a pas mal qui peinent. Alors, est-ce qu'il y a un lien? En tout cas, moi j'ai beaucoup d'amis artistes qui sont, je connais des... Bon, ça m'a amusé de retrouver dessin, musique. Alors il faut revenir au texte parce que musique, j'ai regardé un petit peu dans la concordance, c'est pas forcément des compositeurs de musique, c'est il est à fond dans sa musique hard. Alors voilà, on voit plus l'ado, il faut faire attention à ce qu'on va mettre derrière le mot musique. Voilà, on délire hallucination déjà plutôt dans les mutilations manifestes de la schizophrénie. Et ne pas oublier les noms. Voilà, j'en ai terminé. Simplement pour conclure, les signes précurseurs ne sont pas toujours présents, il y a des noms, des absences. Les signes sont passagers, ils ne sont pas spécifiques, dépression, isolement, agressivité, il n'y a rien de spécifique. Ne permettent pas forcément de prédire individuellement la survenue, mais comme on sait que l'enjeu c'est la prévention précoce, parce que effectivement plus la prise en charge est tôt, meilleur est le suivi et le soin. Alors il y a, peut-être plus anglo-saxon, mais je pense que maintenant on parle d'état mental at risk mental state, donc c'est un petit peu un faisceau de signes. Voilà, mais il fallait un petit peu le remettre dans ce contexte et ne pas oublier Jean Houry qui est disparu il y a 2 ans. On voit là le dessin. Il faut qu'à chaque fois se poser cette question, qu'en est-il du singulier? C'est important.